Bonjour à toutes et toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour vous informer, on a lancé le direct sur YouTube. On a lancé également l'enregistrement. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, etc., je vous invite à couper vos caméras et puis aussi à couper vos micros pour éviter les interférences avec les participants, avec les intervenants, pardon, qui vont prendre la parole. Je reconnais des visages de colibris bénévoles de groupes locaux qui font des petits coucous. Bonsoir à vous. Donc, il y a encore des gens qui sont dans la salle d'attente. Du coup, ça arrive au fur et à mesure. Je vais attendre un petit peu avant de démarrer. Bonjour Marie-Hélène. Salut Jacques, ça va? Oui, ça va. Salut Jacques. Hello. Hello Catherine. J'ai vu Miko aussi. Hello Miko. Donc, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Bon, on va démarrer, hein. Il est 32. On va se lancer. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je répète, on est en direct aussi en parallèle sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas apparaître sur la vidéo, je vous invite à couper la caméra et puis aussi à couper vos micros pour éviter les interférences lors des prises de parole des intervenantes et intervenants. Donc, on est sur le dernier webinaire, le 6e webinaire du 2e temps fort de l'Agora des Colibris sur l'édition « Construisons ensemble les transitions écologiques, démocratiques et solidaires sur les territoires ». Donc, on a eu 6 webinaires, 3 premiers qui étaient plus un peu sur l'aspect, j'ai envie de dire, de réflexion. Notamment, on a commencé le 2 novembre avec un webinaire sur l'anthropologie au service des transitions locales. Le 17 décembre, nous avons réalisé un webinaire sur la place de l'environnement dans les décisions de développement territorial. Le 8 décembre, donc mercredi dernier, on était avec Patrick Chamoiseau qui nous a parlé de comment notre mental peut être conditionné par notre culture, notre lieu de vie, notre éducation, et donc comment s'affranchir ou se servir de ça comme un plus pour libérer notre imaginaire et notre créativité. Ce mardi, on avait un webinaire avec Futurs Proches et la fresque Renaissance écologique pour aborder les questions de comment passer par le récit pour libérer les imaginaires. Hier, nous étions avec Olivier Fournoux et Cyril Bombard pour aborder l'art, le théâtre, donc la mise en mouvement et la voix comme outil pour libérer les imaginaires. Et ce soir, nous sommes donc avec Virginie Boissière et Catherine Poitvin et Loïc, aussi de la Fabrique des Colibris, pour parler du rêve éveillé, s'affranchir des barrières du mental pour repenser nos modes de vie. Donc, avant de rentrer directement dans le webinaire, je vais juste vous présenter. Donc, ce soir, je suis en co-animation avec Miko, qui va du coup prendre vos questions dans le chat. Vous avez donc sur Zoom un petit onglet en bas où vous devez avoir écrit soit discussion ou soit discuter. Ou converser, je ne sais pas comment ça s'affiche selon votre version. Donc, si jamais vous voulez poser des questions, parce que durant le webinaire, il y aura des temps impartis pour les questions du public, n'hésitez pas à les poser, il va les collecter et ensuite, c'est lui qui les posera au moment des questions du public. On a également Adélie, donc, qui est notre chargée de com, qui s'occupe de la technique, donc la rediffusion en direct sur YouTube, le lien sur Facebook, et puis si jamais vous avez une problématique, n'hésitez pas. Une problématique technique, n'hésitez pas à la contacter sur Converser en direct. Voilà, et puis donc on va démarrer avec une petite présentation de nos intervenants. Donc Virginie Boissière, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Virginie Boissière, je suis dans le Gard et donc je suis praticienne en rêve éveillé, sophrologue et aussi astrologue. J'ai une grande passion pour l'outil du rêve et notamment du rêve éveillé, mais aussi du rêve nocturne. J'ai commencé mon parcours avec des études de psychologie clinique. Une histoire qui m'a amenée au rêve de manière très, un peu comme un rêve éveillé. Moi, j'aime bien quand même, je trouve que cet outil du rêve éveillé, ça parle beaucoup aussi de notre vie. J'ai parfois l'impression de vivre dans un rêve éveillé. Voilà ce que je dirais. Merci. Catherine, est-ce que tu veux bien te présenter?
Oui, donc Catherine Poitevin, moi j'ai un petit peu double casquette. Je fais partie du Cercle Cœur des Colibris de Cholet. Et puis, je suis également psychothérapeute et praticienne également en rêve éveillé libre, avec également des études de psycho et un grand intérêt également pour tout ce qui touche le rêve, la symbolique, les états de conscience modifiés. Et notamment voilà Castaneda que j'ai lu aussi quand j'étais étudiante et les grandes questions que ça peut poser par rapport à notre potentiel et notre cheminement de vie. Merci Catherine. Et donc, il y aura Loïc aussi de la Fabrique des Colibris qui prendra la parole sur la deuxième partie du webinaire, notamment sur son expérience. Si tu veux te présenter aussi, Loïc. Ouais, ben, en 2 secondes, bonsoir à tous. Merci d'être là. Moi, ça fait 2 ans que je suis au Colibri, salarié par l'association et j'accompagne des porteurs de projets à monter, développer, pérenniser leurs initiatives, qui sont des initiatives d'intérêt général. Voilà. Et je gère aussi une plateforme web qui s'appelle la Fabrique des Colibris, qui apporte des ressources humaines, financières, matérielles aux porteurs de projets et à tous ceux qui font la transition. C'est bon pour moi. Merci. Et là, tout le monde doit se demander, mais le lien entre le rêve éveillé et la Fabrique des Colibris et l'accompagnement de porteurs de projets, eh ben, pour connaître ce lien, il va falloir attendre la deuxième partie du webinaire. Voilà, on fait un petit peu de teasing pour être sûr de vous garder jusqu'au bout. Alors, je vais enchaîner avec ma première question pour Virginie. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette approche du rêve éveillé, le concept et son potentiel? Alors, le rêve éveillé, pour moi, on peut le prendre de différents points de vue, en fait. Ça peut être un outil thérapeutique. C'est souvent comme ça qu'il est utilisé. Ça peut être, pour moi, ça touche à l'art de vivre, l'art de rêver. Et du coup, un art, c'est quelque chose qui est évolutif. Il y a une progression dans l'art de rêver et qui offre, on va dire, d'activer en nous certaines fonctions ou de les réactiver, puisque pour moi, elles sont là dès notre origine, dès notre naissance. Et ça peut être aussi vu sous la forme du voyage intérieur. Un voyage intérieur que moi, je vois vraiment sur mesure, connecté. Il y a quelque chose en nous qui livre de l'information, qui est bienveillant. Et quand on est à l'écoute de ça et qu'on donne les formes de façon à ce que ça puisse se manifester, alors eh bien, une histoire se raconte assez naturellement. Et cette histoire, elle parle de nous, elle parle de notre histoire personnelle, mais elle peut parler aussi de notre histoire collective. Et on est porteur comme ça d'une légende qui va pouvoir ensuite peut-être prendre corps dans notre réalité ou donner naissance à des manifestations concrètes. Et, en termes de concept, comment en fait le rêve éveillé, pour que les participants connaissent un peu plus, comment ça fonctionne en fait? Alors concrètement, lors d'une séance de rêve éveillé, individuelle, la personne est dans un état de relaxation, de conscience modifiée, on peut le dire comme ça, bien que moi, dans mon accompagnement, je n'amène pas les personnes dans un certain état de conscience. Elles y vont toutes seules. Elles y vont assez naturellement. Un état de conscience modifié, plus profond, à l'écoute de quelque chose qui est plus intuitif. Donc, la personne a les yeux fermés et elle va elle va éditer une histoire. Et moi, je vais être à l'écoute de son histoire. Donc, la personne verbalise tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle voit. Et il y a une certaine continuité, il y a un fil qui se tisse et une histoire qui se raconte, comme si on était un peu porteur de contes ou des conteurs et qu'on découvrait en même temps qu'on la raconte une histoire qui nous parle de nous. Merci. Catherine, est-ce que tu veux compléter cette réponse ou non? C'est OK pour toi? Alors, je vais passer à la deuxième question qui va un petit peu plus loin. En fait, on est dans une série de webinaires où on se pose la question et on l'a vu avec Patrick Chamoiseau notamment de manière très
très profonde la semaine dernière, notre mental, nous sommes, nous, en fait, conditionnés finalement par notre éducation, par les lieux de vie, le lieu de vie dans lequel on est né, enfin là où on est né, là où on vit. Donc quand on déménage, nous a expliqué qu'effectivement, on va avoir des cultures, des approches, des cultures, des éducations différentes. Lui nomme ça aussi avec la créolisation. Donc tout ça finalement conditionne un petit peu notre manière de penser, de voir les choses, ou même de pouvoir se projeter de manière totalement inconsciente finalement. Donc là, on est depuis hier sur des outils qui permettent justement de libérer ces imaginaires. Selon toi, pourquoi en fait cette approche du rêve éveillé est une ressource intéressante pour se détacher justement du mental, libérer ses croyances et puis libérer cette créativité pour être force de proposition, notamment face aux problématiques, aux enjeux de crise écologique, climatique, économique, sanitaire, etc., qu'on est en train de vivre. Et donc construire et imaginer un nouveau modèle de société. Oui, imaginer construire un nouveau modèle de société et peut-être même capter dans l'âme du monde ce nouveau modèle de société. Pour moi, il y a peut-être quelque chose un peu aussi… le rêve éveillé, lui, va permettre ce voyage, que ce soit un voyage individuel ou collectif. Il va permettre ce voyage dans quelque part quelque chose d'assez mystérieux. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va capter cette information, mais cette information est là, elle est disponible et elle va être guérison lors d'une séance thérapeutique, elle va être création lorsqu'il est utilisé dans un but de projet. On va comme ça éditer cet inconnu de nous-mêmes ou du monde, mais qui existe quand même quelque part. Moi, il y a vraiment cette dimension dans le rêve à la fois de recherche, d'exploration, de dimensions qu'on connaît peu, en fait. Que ce soit dimension psychologique, avec un langage qui est différent du langage rationnel ou du langage analytique, où on sait qu'on va parler de ceci ou de cela, on va décrire un territoire, on va être placé à l'extérieur de ce territoire pour le décrire. Mais là, non, avec le rêve, on va être totalement impliqué dans le processus et on va raconter l'histoire avec des vérités qui nous sont propres. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création, de l'inspiration et aussi de la réception d'informations qui, pour moi, peut-être existe dans une dimension du monde qui ne nous est pas forcément habituelle. En tout cas, dans la façon d'aller à la rencontre de cette information. C'est là qu'on avait parlé la dernière fois du cerveau droit et du cerveau gauche. Et c'est vrai que pour moi, peut-être on en reparlera mieux après, mais le rêve éveillé, c'est un outil qui nous permet d'apprivoiser notre cerveau droit, notre cerveau intuitif, réceptif, qui voit les choses de manière globale. Et c'est ce cerveau droit, ou cet hémisphère droit du cerveau, qui est quand même assez endommagé par l'éducation, puisque l'éducation valorise l'école, valorise énormément la conscience analytique, le calcul, la logique, le rationnel, un regard scientifique sur les choses et qui permet effectivement de classer, de ranger, d'organiser les informations. Mais le cerveau droit, lui, il amène autre chose, il est découvreur. Lui, il va capter le nouveau, il va renouveler, il est connecté à l'information globale. Donc, il permet d'accéder à une dimension holistique de l'être et du monde qui, elle, est porteuse d'espoir, d'innovation et de nouveaux modèles pour l'avenir. Ce n'est pas dans le cerveau gauche, il est relié au connu, à ce qu'on connaît, et il a un sens profond, il est très utile, il a été glorifié pendant tout le siècle dernier. Mais le siècle qui arrive s'ouvre vraiment sur le cerveau droit dans le sens où c'est une part beaucoup plus créative, intuitive, qui va nous permettre de sortir des limitations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et on peut le voir, moi, je trouve, à travers toute la crise du Covid, où le regard scientifique et spécialiste n'est pas porteur de solutions. Et au contraire, souvent, enferme dans des ornières de plus en plus resserrées. Donc, il y a vraiment, pour moi,
l'outil du rêve éveillé, c'est un outil presque politique et aussi évolutif, d'évolution de l'humanité, dans ce sens où il nous permet de nous reconnecter au cerveau droit, à l'hémisphère droit, qui est lui porteur d'une vision nouvelle du monde. Mais on ne sait pas encore laquelle elle est, et quelque part, on est tous porteurs d'une parcelle de cette vérité pour demain. Merci. Catherine, tu veux rebondir aussi pour cette Moi, je suis question? complètement d'accord avec ce que tu dis, Virginie. C'est en même temps passionnant de faire le lien, je trouve, entre la dimension personnelle de libération des blocages à travers l'état de conscience modifié du rêve éveillé, et puis la dimension collective donc, que nous avons pratiquée pendant l'Agora à Cholet. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très intéressant, d'autant qu'il y a une dimension collective en effet dans le rêve éveillé, dans la mesure où nous sommes reliés à l'inconscient collectif, et il y a cette ouverture des possibles, cette ouverture de champs de possibles et de champs de connaissances, comme si ça nous permettait de retrouver une connaissance universelle, mais en effet, une connaissance très profonde, pas de l'ordre intellectuel, vraiment de l'ordre de l'être, et qui nous relie au vivant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du public, Miko? Non, pas encore. Donc, n'hésitez pas à aller en discuter ou converser pour poser vos questions. Moi, j'en ai plein. Donc, voilà, en attendant, je peux continuer d'en poser, mais allez-y. Donc là, vous nous parlez cerveau droit, cerveau gauche. C'est vrai que dans les échanges qu'on avait eus lors de la préparation, vous aviez aussi amené le fait que passer par le rêve permettait aussi de créer de nouveaux schémas neuronaux, de nouveaux passages, en fait, pour développer finalement, créer des possibles, imaginer des possibles. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cet exemple que vous aviez partagé. Ouais, c'est passionnant. On a vu que, en fait, à travers nos expériences de vie, à travers nos traumatismes, se créent des cristallisations, des blocages de neurones. En fait, les neurones, en cas de stress, se mettent en paquet, ce qui fait que l'information neuronale, après, n'a plus accès à toutes les informations qui sont dans tous les... Enfin, l'influx nerveux ne peut plus accéder à toutes les informations qui sont dans les neurones. Et le fait de nous mettre en état de conscience modifié permet de libérer ces neurones, de libérer ces paquets de neurones qui sont rigidifiés et qui nous mènent d'ailleurs dans des rigidités d'être et dans des rigidités de perception de la réalité, qui font qu'on a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas et percevoir la réalité toujours de la même façon. Et là, au contraire, on va ouvrir, et d'un point de vue neuronal, on a pu filmer ça. C'est absolument extraordinaire de voir les neurones qui se libèrent, et de ce fait, nous avons accès à de nouvelles informations de façon beaucoup plus large. Et on parle d'état de conscience modifié. Je pense qu'on peut parler d'ouverture de conscience, on peut parler d'élargissement de conscience. Et en effet, c'est passionnant de voir on peut voir ça aussi en labo. Ils ont pu mettre ça en évidence, et ça moi, en tout cas, ça me rassure dans ma pratique de voir qu'il y a aussi des fondements neurologiques que l'on peut identifier. Ça nourrit le cerveau gauche et ça permet au cerveau droit justement de jouer tranquillement et librement dans les états de conscience modifiés, de se laisser aller, de se laisser porter vers la créativité, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de nous réapproprier notre potentiel créatif. Oui, tout à fait. Et puis, il n'y a pas de concurrence entre cerveau droit et cerveau gauche. Ils sont vraiment utiles l'un à l'autre. Parce que c'est vrai que si on n'était que dans l'imaginaire et que jamais on concrétise, l'idée de l'hémisphère gauche, c'est aussi d'utiliser ces trouvailles et de les concrétiser, de les ramener dans la matière, d'en faire quelque chose concrètement.
on pourrait tout à fait voyager dans l'imaginaire et que ça n'est pas de… Et d'ailleurs, on parle des fois de gens perchés et voilà, ça parle de ça. Il y a aussi des gens qui sont très cerveau droit et qui sont complètement déconnectés de l'autre partie d'eux-mêmes et qui ne leur permet pas du coup de concrétiser toutes les choses à quoi ils ont accès. Donc le but, c'est vraiment cet équilibre entre les deux. Pardon, C'est un problème. C'était un participant qui a laissé son micro. Je viens de le couper. Je te laisse terminer. Pardon. Donc, voilà. C'était… voilà, c'est pas l'idée d'aller contre la logique et le sens pratique. C'est bien au contraire que cette logique et ce sens pratique ou ce mental, ce que j'ai vu dans ta question, comment comment se défaire du mental. Et pour moi, le mental, il est très utile. Je vois les gens, souvent, quand ils font une séance individuelle et qu'ils sont en plein rêve, souvent, ils analysent leur rêve et ils disent « Ah oui, mais là, c'est moi qui crée, c'est moi qui invente, c'est moi… » Mais oui, bien sûr, tu participes à la création de ton rêve et tu participes avec toutes tes références. En fait, ton rêve ou ton intuition, il va utiliser tes références. Et au sein de tes références, avec les images qui te sont chères, une histoire va se construire et cette histoire, elle dépasse tes références, elle vient les faire évoluer en fait. Mais elles sont grandement utilisées et utiles parce que s'il n'y avait pas ces références-là, on serait dans un magma qui ne pourrait pas prendre forme finalement. Donc, il y a vraiment un travail d'alliance entre les deux et je pense que ça, c'est vraiment important. Moi, je vois beaucoup de gens dans le développement personnel. Alors, peut-être que ce n'est pas la question de votre agora, mais je vois beaucoup de gens dans le développement personnel qui veulent se débarrasser de leur mental. Pour eux, leur mental, c'est une plaie, quoi, c'est un boulet. Et en fait, déjà, ce n'est pas leur ennemi, au contraire, c'est leur outil. Après, c'est sûr, ce n'est pas le maître, ce n'est pas lui qui doit décider. Mais en tant qu'outil, il est extrêmement précieux et moi, j'ai envie aussi d'honorer cette dimension-là de nous, qui nous permet énormément de choses, notamment dans la vie concrète. Oui, c'est l'idée de retrouver un peu un équilibre entre les deux, oui. Entre cette créativité et justement des connexions entre les deux. C'est ça. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Je disais en introduction, donc on est sur une agora construisant ensemble les transitions écologiques et solidaires sur les territoires. Donc, c'est l'idée aussi de construire des forces de proposition collectivement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le rêve éveillé serait une bonne méthode pour accompagner des territoires ou des collectifs sur ces enjeux de transition écologique et solidaire? Parce qu'au-delà d'un imaginaire individuel, il y a quand même un imaginaire collectif. Moi, il me semble que quand même que dans tout collectif qui est créateur, il y a un rêve au départ. Qu'est-ce qui porte un groupe à se rassembler? Des valeurs, un rêve. Et ce rêve commun, c'est peut-être lui qui va être le plus porter le groupe aux efforts nécessaires à se fédérer vers la réalisation d'un but. Au-delà de concrétiser, il y a vraiment ce rêve au départ qui réunit des gens. Et ensuite, pour moi, le rêve éveillé, c'est un outil. Le rêve, c'est un art. C'est un art qui nous est donné dès le départ et qu'on utilise sans le vouloir. Tout le monde rêve la nuit. Le rêve, il vient toujours nous révéler des parts de nous, soit qu'on a refoulées ou qui vont pouvoir nous faire avancer. Il y a vraiment une sagesse à cet endroit-là qu'il faut retrouver. Et quand il s'agit d'un collectif, il y a un inconscient commun. Il y a des valeurs et des compétences communes. Il y a des choses qui vont pouvoir passer par le biais de cette dimension du rêve, qui vont pouvoir passer d'une personne à l'autre, qui vont pouvoir trouver… Des fois, on ne sait pas comment on va réaliser tel ou tel… on se retrouve dans un projet commun et puis on est face à une difficulté. C'est la même chose que pour un individu. Un individu, d'un coup, il est face à une difficulté dans sa vie et il n'arrive pas à voir comment il va en sortir ou quelles sont les solutions. Et en fait,
il porte en lui les solutions. Il ne peut pas y avoir de difficultés sans les solutions, sauf qu'il ne sait pas retourner la pièce, il ne sait pas aller de l'autre côté. Ben, l'outil du rêve, lui, il permet ça. Il permet parce qu'en connexion à ce cerveau droit qui a une vision globale, il y a à la fois le côté lumineux et le côté sombre de la chose. Donc, si on est coincé dans une problématique, qu'elle soit collective ou individuelle, le rêve qui va offrir une vision globale va permettre de passer de l'autre côté, de trouver les solutions. Et les solutions, des fois, dans un collectif, c'est une personne qui va les porter et elle va les porter la porter pour les autres. Donc, le rêve commun va être utile à faire émerger ce qui est déjà là, mais qui n'est pas révélé. Le rêve révèle et dévoile ce qui est présent, mais n'est pas encore capté ou détecté. C'est vraiment un outil de recherche et d'exploration. Mais quelque part, tout est déjà là en nous. Moi, j'ai envie de dire, même dans notre monde d'aujourd'hui, à toutes les problématiques où on ne voit pas de solution, moi, je pense qu'il y a déjà les solutions. Mais sauf qu'on ne les voit pas. Parce qu'on est dans nos habitudes de fonctionner et que quand de plus en plus de personnes vont se libérer de ces fonctionnements habituels et limitants et vont ouvrir l'espace, et bien l'inconscient collectif va tout d'un coup aussi s'ouvrir à ces nouvelles solutions qui vont devenir évidentes. Moi, j'aime bien citer un auteur que j'aime bien qui s'appelle Idriss Aberkane et qui, lui, il a repris, je crois que c'est la vision d'un philosophe, peut-être c'est Schopenhauer, mais je ne suis pas sûre, qui dit toute innovation, d'abord, elle est vue comme stupide. Ça semble totalement idiot de voir les choses comme ça. Ensuite, elle devient dangereuse parce qu'elle vient remettre en cause le système en place. Et ensuite, elle devient évidente. Évidente, ça veut dire que d'un coup, du jour au lendemain, tout le monde l'accepte. Et c'est ça qu'il faut faire. Et on peut le voir dans plein de domaines de vie. Donc, peut-être que le rêve éveillé, son rôle, c'est de dévoiler certaines informations novatrices qui sont déjà là présentes dans notre monde ou en nous. Et ensuite, à nous de nous en emparer et de les concrétiser, peut-être grâce à notre cerveau pratique. Un peu comme le théâtre hier, où Olivier Fournoux nous disait que le théâtre ne permettait pas uniquement de créer ou d'imaginer des possibles, une suite, sur amener des solutions possibles face à des problématiques, mais permettait de pointer du doigt potentiellement des problématiques ou attitudes qui étaient des blocages et de faire dialoguer du coup les différents acteurs du territoire pour ensuite ensemble et collectivement amener une solution. Là, j'entends que finalement, le rêve éveillé, c'est aussi à la fois venir mettre en lumière ce qui peut bloquer dans la situation, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et en même temps, comme on s'affranchit, entre guillemets, de manière positive finalement du mental et plutôt de la construction, de la condition, parce qu'il conditionne le mental, on peut être force de proposition collective et amener une réponse à expérimenter finalement. Oui, parce que dans un collectif, une personne va peut-être voir un certain aspect de la solution, puis une autre personne a un certain aspect de la solution, et puis une autre personne a une idée de la mise en pratique de cette solution auquel elle n'avait peut-être même pas, elle, pensé. Et c'est vrai que le rêve collectif, en fonction de la direction qu'on lui donne, évidemment, va être porteur d'une vision multiple. Et après, à nous de voir comment on va poser les actes en fonction. Moi, je dis toujours, quand j'accompagne en rêve éveillé, quand les gens ont fait une grosse prise de conscience en rêve, quel est le premier acte que tu vas poser? Parce que l'acte derrière, c'est lui qui va quelque part reprogrammer le système énergétique de la personne. Mais pareil, dans un collectif, certainement que moi, j'ai l'habitude d'accompagner des collectifs au niveau thérapeutique, après pas dans le domaine qui est le vôtre. Mais j'imagine que si les gens restent dans la pensée ou à un moment donné, quels sont les actes concrets qu'ils vont poser et peut-être même les erreurs concrètes qu'ils vont faire et qui vont leur permettre derrière de se réajuster. Il y a quelque chose qui demande aussi un engagement. Catherine, tu veux compléter ou rebondir sur cette question? Moi, je trouve ça intéressant ta pratique, Virginie, parce que moi, je suis vraiment, en tant que praticienne, je suis plutôt au niveau individuel. Donc, j'aime vraiment bien l'idée de faire le lien avec le collectif et d'ouvrir les possibles par le rêve, en amenant directement
Ça me fait penser en fait au jeu coopératif, c'est-à-dire ça paraît assez loin, mais en fait je vois le lien dans le sens où ça permet de tout de suite de connecter avec un état de confiance, un état de créativité, un état qui favorise la reliance personnelle au collectif, mais par des voies qui nous sont innées, j'ai envie de dire. Inné, ouais. Inné, naturel. ancestral et voilà, et naturel et qui nous mettent en contact avec, avec des possibles intelligents, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas, proches de la vie, quoi. Ouais, bienveillant même. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, je dis souvent que les enfants rêvent beaucoup. Ils rêvent dans leurs jeux. Les jeux d'enfants, c'est magnifique à observer. Les enfants, les mammifères en général intègrent le monde par le jeu. Et les enfants beaucoup par l'imaginaire. Et ils vont mêler leurs difficultés, ils vont les faire évoluer, ils vont leur donner des tournures inattendues. Ils jouent énormément avec ça, ils intègrent le monde, ils se font de la résilience. Ils guérissent certaines blessures de leur quotidien par ce biais de l'imaginaire. Et puis, c'est vrai que dans l'éducation, ce n'est pas du tout valorisé. L'imagination, la créativité, c'est pour l'instant, parce que ça va changer. Mais du coup, c'est vrai qu'on le perd beaucoup en grandissant. Et on dit, ben oui, mais les enfants, quand ils sont jeunes, ils apprennent énormément de choses. On peut pas apprendre autant de choses après en étant adulte, mais moi, je pense que c'est complètement faux. On peut apprendre toujours autant de choses et si on retrouve nos outils d'apprentissage les plus intelligents. Einstein disait, la logique t'amènera d'un point A à un point B, mais l'imagination t'amènera partout. Il y a vraiment, je pense que les grands êtres de toutes les époques savaient utiliser leur imagination et étaient des êtres à multiples facettes. C'est-à-dire qu'ils avaient des passions dans différents domaines, ils étaient à la fois artistes, chercheurs, mais parce qu'ils ils continuaient d'utiliser des outils qui sont à la hauteur d'une humanité créative. Merci. Miko, est-ce qu'il y a des questions dans le conversé? Alors oui, il y a des questions de Lorenzo de Transiscope et je propose peut-être que tu les poses directement, Lorenzo, parce que tu as deux questions assez fines. Alors Lorenzo, si tu veux bien ouvrir ton micro. Oui, c'est bon là? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Oui, en fait, je ne m'adresse pas seulement à Virginie. Je trouve sa démarche très pertinente, qui réveille pas mal de choses. D'une certaine façon, moi, j'accompagne les acteurs, les actrices qui portent des initiatives de la transition citoyenne, écologique, numérique, dans un mode très transversal. Et donc, toutes les différentes approches qui vont au-delà de l'approche logique me parlent beaucoup. Je suis pas mal en relation, en fait, en réalité, avec la communauté, je vais l'appeler comme ça, en tout cas, de ceux qui pratiquent la facilitation en intelligence collective. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que je posais ces questions, parce que quand Virginie parlait de rêve éveillé, j'entendais aussi qu'il y avait une relation avec ce que Claire Rosard, par exemple, explore à travers les trois niveaux d'attention. Claire Rosard du laboratoire du collectif. Ce qui est intéressant dans sa démarche, effectivement, c'est qu'il n'y a pas seulement la relation au projet, si on veut remettre ça en relation dans le contexte de cette agora, hein, le collectif, les territoires, etc. Elle visite l'alignement, on va dire, pour aller assez rapidement, hein, de toute façon, j'espère pas trop caricatural, l'alignement des trois niveaux d'intention qui sont celles du projet, celles qui nous animent au niveau sociétal et l'intention personnelle sur laquelle j'ajouterais la dimension intention personnelle profonde en mode collectif. Voilà. Et je trouve qu'il y aurait vraiment des complémentarités, des recherches qui seraient intéressantes à mettre en commun. Voilà. Donc, on va rester là. Je ne sais pas comment ça résonne chez toi, Virginie. J'ai certainement d'autres choses à partager, mais on va en rester là pour l'instant. Merci. Merci, Lorenzo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je ne sais pas s'il y avait vraiment une question dans ton intervention ou plus un point de vue.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être mises en commun et ce commun va se faire. Pour moi, on est au tout début de cette nouvelle conscience de nous-mêmes et du monde. Moi, je travaille aussi avec l'astrologie, donc ça, pour moi, c'est une science humaine d'une beauté et d'une sagesse infinie qui est plus que millénaire et qui utilise finalement le même langage symbolique que le rêve peut utiliser et qui est une autre forme d'intelligence que l'intelligence rationnelle. Et je me dis que c'est vrai que les temps qui viennent annoncent quand même vraiment une ouverture sur les profondeurs, sur l'inconscient, sur l'intuition. On va être de plus en plus, de moins en moins porté vers l'extérieur et de plus en plus vers l'intérieur. Et c'est peut-être aussi cette écologie intérieure, ce travail intérieur, cette prise de conscience de ces potentialités, des rêves que nous portons, des lumières que nous sommes, et qu'on va peut-être aussi mettre au service du monde des choses qui aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à faire à l'extérieur, et peut-être que les temps qui viennent nous invitent à être. Et de cet être va peut-être pouvoir naître de nouvelles visions du monde qui vont être, l'écologie intérieure amènera une écologie extérieure. Bon, je n'irai pas plus loin là parce que je pourrais partir très loin, mais... Merci. Effectivement, il y a des liens à faire. Des liens à faire entre les deux, c'est pas forcément que vers l'extérieur ou que vers l'intérieur, mais il y a vraiment des flux, des connexions, et c'est justement en revenant parfois à l'intérieur qu'on peut mais on est dans un grand déséquilibre vers l'extérieur pour l'instant. Exactement. Donc voilà. De toute façon, l'ouverture vers l'intérieur, l'équilibre, on est loin, loin, loin d'y être. Et avant d'atteindre cet équilibre, il va y avoir des sacrées ouvertures intérieures parce qu'on en est très loin. Pour l'instant, dans notre monde, est valorisé le travail extérieur. Et on fait beaucoup à l'extérieur. Et même au niveau de l'écologie et de comment, des solutions qu'on va trouver, on regarde beaucoup vers l'extérieur. Et peut-être il va être intéressant aussi d'aller visiter à l'intérieur toutes les pollutions qu'on porte, même si qui sont émotionnelles et qui créent beaucoup de distorsions à l'extérieur. Et moi, ce que j'observe aussi dans mon travail de rêve éveillé, à ce moment-là, peut-être plus thérapeutique, c'est que des personnes qui arrivent avec des difficultés à l'extérieur, très concrètes. Moi, je pourrais donner l'exemple d'une personne qui arrive elle vit une forme de harcèlement au travail, elle est convoquée le lundi suivant pour une réunion à laquelle elle va devoir faire un mea culpa alors qu'elle n'a pas commis l'erreur qu'on lui reproche, devant tout le personnel, parce qu'elle est quand même elle est assez haut placée dans l'entreprise, et elle en est malade. Elle arrive en séance individuelle, et elle se retrouve à visiter un moment de son enfance où elle vit exactement cette situation avec ses parents, avec sa famille. Et en fait, l'histoire se répète dans cette histoire. Et elle déverrouille, ou en tout cas, elle guérit cet enfant intérieur à travers le processus du rêve éveillé, par l'imaginaire. Et finalement, elle arrive le lundi au travail et tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'est aligné à sa nouvelle vibration, à ce qu'elle a aligné et ajusté en elle, et bien ça s'est guéri à l'extérieur. Et ça, l'avenir de notre monde, il est à l'intérieur. C'est en nous guérissons toutes les violences qu'on refoule, allons à la rencontre de toutes nos ombres, de tout ce qu'on met de côté, de tout ce qu'on jette chez les voisins, de tout ce qu'on reproche aux autres et qui nous appartient. Et on va équilibrer à l'extérieur notre monde. Et c'est ça qu'aussi la physique quantique ou une vision quantique du monde va amener, parce que la physique quantique, elle a déjà montré que le monde matériel tel qu'on le voit, les lois de la matière ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent pas dans le monde dans lequel on entre. Et cette vision quantique, elle est déjà à l'œuvre au niveau scientifique, mais pas au niveau de la société. C'est-à-dire que pour l'instant, on continue de fonctionner sur des lois dont on sait qu'elles ne fonctionnent plus. Mais il va falloir le temps de s'habituer à ces nouveaux fonctionnements quantiques pour comprendre qu'on n'est pas séparé intérieur-extérieur et qu'on a énormément de potentiel en nous qui vont être résilience pour le monde.
Merci, ça fait vraiment aussi écho à ce que disait hier Olivier Fournoux sur le théâtre. C'est aussi mettre en lumière finalement des blocages et des émotions, et via le théâtre finalement des questions, des problématiques. Alors je vais enchaîner après sur une question avec ce qui s'est fait sur l'Agora, mais je trouve intéressant voilà, de repartager parce que les participants d'aujourd'hui n'étaient peut-être pas là hier. Via le théâtre, en fait, ils posent une question qui peut être très simple, hein. Ils nous ont parlé du programme alimentation, un programme sur l'alimentation, l'agriculture. Comment imaginer en fait cette évolution pour les 20 ou 30 années à venir? Je ne sais plus exactement. Et en fait, ils arrivent avec une question assez clé. Et il y a du multi-acteurs. Donc, il peut y avoir des agriculteurs, notamment sur les questions de l'agriculture bio, des circuits courts, etc. Et donc, ils arrivent à faire dialoguer des gens qui peuvent être soit en posture d'écolo, soit en posture d'agriculteurs non bio. Et comment ils les font dialoguer entre eux sans que ce soit un débat très, très corsé. Et c'était assez intéressant parce que finalement, ils disent que c'est un outil qui permet vraiment de faire ressortir les émotions. Et ce qui peut être dur, en fait, en termes de humainement, de pouvoir changer ou passer un cap ou passer à l'acte, en fait, finalement, ils arrivent à pointer du doigt ces émotions qui, une fois mis en exergue, permet justement de pouvoir imaginer collectivement une solution et de la mettre en pratique, de passer à l'acte. Exactement. Et du coup, ça me fait une belle transition par rapport à la question suivante. Donc, on a organisé pour ceux qui ont suivi l'Agora de cette année, on a co-organisé avec le groupe local du Choletais, du Pays Choletais, une Agora autour de la question du don dans l'économie. Est-ce que le don peut permettre de redynamiser l'économie d'un territoire? Et durant cette journée, donc, on a organisé, après un débat avec chercheurs, porteurs de projets, etc., on a organisé un temps de rêve éveillé collectif. Donc, il y avait plus d'une quarantaine de participants qui ont rêvé collectivement et imaginé le territoire du Pays Choletais en 2035, je crois qu'on avait donné comme date. Donc là, je pose la question à Catherine et je poserai la même question ensuite à Loïc. Est-ce que Catherine, tu peux nous partager ton ressenti sur cette expérience vécue du coup à Cholet, cette expérience collective, ton ressenti et ton vécu sur cette expérience? Mon ressenti, c'était vraiment l'étonnement et l'émerveillement par rapport à tout ce qui… Parce que donc la consigne, c'était d'imaginer la vie là-bas à Cholet en 2035, en effet. Et alors de voir à quel point très vite, il y a eu des visions, mais des visions vraiment très, très claires, très concrètes. Et ce lien entre l'imaginaire et en effet la réalisation, c'est-à-dire c'était très concret, c'était de l'ordre de l'énergie, de la mobilité, de la coopération, de l'éducation, de l'ordre de même parfois de l'architecture. Ça a été un magnifique tissage entre toutes les personnes qui sont intervenues. Et moi, j'étais vraiment étonnée de voir la dimension que ça a pris en peu de temps, en fait, par rapport justement au rêve individuel, à l'imaginaire individuel, de voir comment ça a explosé les potentiels en très peu de temps. Est-ce que ça répond un peu à la question ? Tout à fait. Loïc, je lui pose la même question. En même temps, je me suis permise de vous partager le dessin que Miko a réalisé lors des récits, en fait, lorsque les personnes ont raconté leurs rêves. Loïc, je te passe la parole pour avoir ton ressenti à toi sur cette expérience et voir aussi avec ton regard d'accompagnateur, de porteur de projet. Yes, ce sera ce regard-là parce que j'ai pas d'autre regard à apporter sur toute la dimension personnelle, etc. de cet outil. Moi, j'y connais rien à ces choses-là. Par contre, effectivement, comme le disait Lorenzo, Transiscope, il a tout de suite fait le lien avec des outils d'intelligence collective ou ces communautés-là. Et c'était un super outil d'intelligence collective et d'émergence d'idées, en fait. Donc, alors, je sais pas si on a un peu parlé de ce qu'était ce type de rêve, mais donc il y a eu, en fait, à Cholet, il y a eu cette phase où on a essayé de plonger les personnes dans un futur et de leur faire visualiser un peu ce que pourrait être le futur sur le Choletais à deux moments différents, deux temporalités différentes. Je pense qu'il y avait une première étape plutôt 2020, 25, je sais plus trop quand, et une deuxième étape un peu plus lointaine. Et
Et ensuite, il y a eu cette phase de partage sous un format de cercle samoan, donc avec une grande assemblée et en cercle et au centre un plus petit cercle où les gens peuvent venir pour prendre la parole et partager leurs rêves. Donc le grand cercle a la possibilité d'interagir avec le petit cercle parce que quand quelqu'un dit quelque chose qui nous plaît, qu'on a vu aussi, avec lequel on est d'accord, etc., on peut ajouter un petit papier pour s'exprimer sans que tout le monde parle les uns sur les autres. Et donc ça, en fait, c'était une super disposition pour de l'émergence d'idées parce que les personnes ont permis de lâcher un peu tous les freins, toutes les représentations mentales qu'ils avaient dans le crâne et voilà, de se projeter sur dans 5 ans, je pense qu'on sera là, peut-être en transition. Et dans 30 ans, l'objectif, ce serait d'arriver là. Moi, c'est ce dont j'ai envie. Et là, on se rend compte que en fait, sur le territoire, on n'est pas le seul à avoir envie de ça. On n'est pas le seul à avoir réfléchi à ce sujet, à cette vision qui devient en fait très rapidement un projet. Et du coup, ça crée des convergences. D'une part, on a vu très rapidement que sur les sujets de mobilité, il y a eu beaucoup de convergences, sur les sujets d'énergie aussi. Je crois qu'il y avait aussi la question des communs qui revenait souvent. Et donc, il y a des convergences, il y a un futur, un objectif qui est désirable et qui donne aussi l'énergie aux personnes pour qu'elles se mettent en route. Icebreaker, parce que c'est parler de nos rêves, etc. Il faut que ce soit bien organisé, par contre, mais ça rapproche les personnes, ça donne envie. Et ensuite, tac, ça permet d'embrayer sur des projets pour aller chercher l'objectif à moyen long terme. Alors que les projets sont concrets voilà, ils prennent place dans le présent. Donc moi, ça m'a vachement plu. Je trouve que c'est un bon outil. Ça facilite l'implication citoyenne aussi sur des projets. On avait, dans cette vision du futur, il y avait un peu de tout dans l'Assemblée, hein, mais il y avait notamment une personne qui, elle, arrivait et qui avait son idée de tiers-lieu sur le territoire qu'elle réfléchissait depuis longtemps, mais en fait, elle n'en avait pas vraiment parlé aux autres. J'ai l'impression, et elle se disait, mais de toute façon, j'ai envie aussi de me salarier avec cette activité et qui pourrait s'impliquer sur un projet comme ça s'il n'y a pas du salariat à la clé ou autre. Et alors qu'en réalité, c'était peut-être son projet à elle et elle misait peut-être sur ce projet pour pouvoir casser la croûte aussi demain. Mais néanmoins, ce projet, il était partagé dans la vision de plein de personnes qui cherchaient pas forcément un boulot, mais qui avaient juste envie d'avoir un espace où faire du commun, de l'éduc-pop, tisser des liens entre telle et telle initiative. Et donc là, ça permet, typiquement, ça permettait à une porteuse de projet qui arrivait, qui était un peu seule ou qui arrivait pas à exprimer son projet parce que elle se bridait. Et ça lui a permis de l'exprimer et de se rendre compte qu'il y avait des gens que ça tentait ce truc et qui avaient envie de se relever les manches et de l'aider à mettre ça en place. Donc voilà. C'est plutôt cool un peu je trouvais ça très sympa sur ce que ça permet. Ça permet ça permet de faire tomber pas mal de barrières et de se donner de l'énergie. Je dirais par contre que c'est quand même c'est assez complexe à utiliser. Là, on a eu de la chance parce que à Cholet, c'est Marie-Hélène qui a animé ce temps et tu as une bonne expérience d'animation et puis tu as réussi à bien emmener les personnes, mais je pense aussi, c'est un avis très personnel, hein, je sais pas du tout de casser l'ambiance, mais je pense que il faut s'entraîner pas mal de fois avant de maîtriser cet outil et que c'est pas l'outil d'animation que tu maîtrises en 2 secondes et qui va marcher à tous les coups. Voilà, donc un petit point d'attention à ce niveau-là. Je pense que si les personnes là ont envie de s'en saisir, bien réfléchir à la chose et se tester un peu avant de se lancer. Et je finis sur ce qui a découlé de cette animation. Du coup, il y a eu ce rêve Alors, ce éveillé. sera juste la question d'après. Ah ok, La super. question d'après, ouais. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est intéressant de le partager. On l'avait partagé sur les webinaires précédents, sur les autres approches, outils qu'on a proposés. C'est effectivement s'improviser animateur ou animatrice de l'outil de futur proche ou de la fresque Renaissance écologique ou demain aller faire du théâtre et se dire tiens, je vais m'en servir sur le territoire pour faire émerger des possibles. Ou là, le rêve éveillé, en fait, il y a quand même un minimum
de compétences à acquérir, de savoir-être aussi, de savoir-faire, enfin une posture. Il y a des formations là-dessus. Voilà, je me permets de rebondir un petit peu sur cette question pour pouvoir voilà, avoir tes conseils aussi, Virginie ou Catherine, sur les formations à suivre ou sur voilà, est-ce qu'on peut se lancer demain parce que c'est une technique très facile, ce que déjà vient de contredire totalement Loïc. Et merci de l'avoir posé. C'est sûr que on ne s'improvise pas. Animateur. Je veux dire, c'est tout un processus. Toi, tu es animatrice, Marie-Hélène, voilà, tu es riche de ton expérience, de tes formations, des outils que tu as acquis, mais néanmoins, à un moment donné, tu as commencé. Je veux dire, quand tu as fait la formation avec moi quand tu as commencé la formation avec moi de rêve éveillé, finalement, tout de suite, tu as eu envie de l'utiliser sur une rencontre où il y avait 40 personnes. Il y a quand même, il ne faut pas non plus en faire quelque chose d'inaccessible. C'est aussi l'idée d'expérimenter. Et puis moi, j'ai envie de dire, ce que j'ai entendu dans ce que Loïc disait, c'est vraiment que ce rêve collectif, il a relié les gens ensemble, il a montré aux gens qu'ils n'étaient pas les seuls à porter certains espoirs ou certaines visions, et que du coup, ça fait du bien. Ça donne de l'espoir. Ça relie les gens en fait au niveau du cœur. Il y a vraiment cette dimension d'être relié au cœur. Et si vous avez, on peut se tromper dans un outil d'animation. C'est peut-être pas très grave, tu vois. On peut aussi essayer des choses avec bon cœur et envie voilà, de réunir les gens autour de quelque chose, d'une intention qui est bienveillante, et quelque chose va fonctionner. Après, c'est sûr que pour être au maximum d'efficacité de l'outil, il y a des savoir-faire. Donc ça, c'est ce qu'on a peut-être, nous, travaillé un petit peu en amont, que tu animes cette rencontre, où effectivement, le rêve collectif, il demande à ce qu'on laisse énormément de place à la création des participants. Et souvent, on va trouver dans les animations ou les guidances de sophrologie, par exemple, où énormément de guidance, où on dirige beaucoup la personne, on va presque l'amener là où on veut qu'elle aille. Eh bien, moi, je trouve que c'est toute l'intelligence de l'outil du rêve éveillé, c'est que collectif, en tout cas tel que je le pratique, c'est qu'on va laisser le plus possible d'espace à la personne, d'espace de création, parce qu'en fait, en tant qu'animateur, on est curieux du savoir que la personne a et qu'elle va éditer, et qui va se cumuler à celui des autres. Moi, quand j'anime des rencontres collectives, je suis toujours épatée de la richesse des rêves que les gens ramènent, du cœur, de l'espoir qu'il y a dedans, de l'amour et du savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes dans leurs rêves, ils vont être capables de contrecarrer certaines limitations que d'autres personnes dans le groupe n'osent pas s'autoriser à contrecarrer. Et du coup, le fait qu'une personne dans le groupe l'ait fait, la fois d'après, ça les autorise à aller plus loin avec leurs rêves. Et il y a quelque chose comme ça aussi dans l'art de rêver, c'est là qu'on rentre dans l'art de rêver, qui est évolutif en fait. Et il y a les limitations là où on les place, mais dans le rêve, finalement, il y a peu de limitations à ce qu'on peut accomplir. Et du moment qu'on se l'autorise dans le rêve, il y a quelque chose qui semble pouvoir devenir possible dans la réalité. Donc voilà, c'est tout ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur, et en même temps, voilà, s'autoriser aussi à aller explorer, parce que moi, le rêve que j'utilise, c'est aussi ma création. Hein. Je l'ai hérité de certaines formations, de certains enseignants, mais moi-même, je le fais évoluer dans une direction voilà, qui est en accord avec moi, mes valeurs, et que d'autres que je forme utilisent d'une autre façon. Il n'y a pas non plus de protocole fermé. Merci. Donc effectivement, je rebondis. Il faut aussi en avoir vécu avant d'en animer. Ça, c'est pour m'être formée justement. Moi, je me serais pas lancée comme ça du jour au lendemain. Il faut effectivement et en vivre soi-même et une formation, ça légitime entre guillemets. Enfin, on s'auto-légitime puisque ça rassure, plus que légitime, mais ça rassure. Oui, puis il y a du savoir-faire quand même. Il y a des outils qui sont transmis.
Exactement. Et puis derrière, voilà, d'expérimenter, de le vivre et ensuite de se tester avant de faire à 40 et quelques personnes. Je l'ai fait aussi avec une personne, deux personnes. Enfin, Mmh. voilà, Mmh. faut pas voir grand tout de suite, mais c'est vrai que c'était un beau challenge. Miko, est-ce Mmh. que tu as d'autres questions? J'en ai vu passer Oui, quelques-unes. il y en a quelques-unes. Alors, la première, quand il y a plusieurs visions individuelles, est-ce qu'elles sont juxtaposées dans le dessin ou sont-elles modifiées pour arriver à une vision commune? Avant de répondre à cette question, je vais donner mon avis de dessinateur Ouais. qui est suivi, en fait, j'ai suivi à distance quand je faisais le dessin. Les dessins s'additionnent, mais ne se mélangent pas. C'est-à-dire que s'il y a deux visions opposées, les deux seront représentés sur le dessin. Mmh. Et je trouve que c'est ce qui enrichit justement ça, parce qu'on a des personnes qui sont très créatives, d'autres qui sont très terre à terre, d'autres qui sont certaines qui sont très méta, d'autres qui sont très précises. Et ça donne un résultat finalement assez proche enfin, ça donne un résultat humain et réaliste. Et du coup, c'est quelque chose d'assez motivant parce que ça rend, ça rend ce futur plus accessible que si on essayait de faire un truc un peu moyen où les choses enfin, en fait, quand on mélange du Mmh. chaud et du froid, ça fait pas du tiède, ça peut faire une tempête, comme disait Franck Lepage. Mmh. Et donc, il y a un peu de ça. Il y a un côté stimulant dans cette diversité des images. Je posais d'autres questions ou vous enchaînez déjà sur celle-ci? Bah, peut-être déjà répondre à celle-ci. Est-ce que les visions individuelles se juxtaposent ou est-ce qu'elles s'additionnent? Comment ça se passe dans les pratiques d'accompagnement de collectif? Ouais, elles se complètent, même. Elles sont et bien au contraire, quand elles sont opposées, on peut les voir en opposition ou en complétude. En fait, forcément, une difficulté amène forcément une richesse créative dans les solutions qu'on va trouver. Ou au contraire, quelque chose qui fonctionne bien a aussi une face sombre qui peut être, on reste dans des habitudes confortables et on ne va pas chercher plus loin. Donc, c'est vachement intéressant justement ce que tu disais, Miko, d'avoir mis sur le dessin tous les aspects. Pour moi, c'est ça la richesse du collectif. C'est pas de vouloir uniformiser la réalité de notre monde, ça marchera jamais, ça. Notre avenir, il est multiple et il a de nombreuses vérités. Et il a tout un tas d'aspects qui se complètent et qui enrichissent notre vision du monde. Peut-être pour compléter, parce que c'est un retour de la même personne, de François, qui dit: dans ma pratique, intuition et imagination viennent de sources différentes. Qu'en est-il dans le rêve éveillé? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est peut-être trop pointu. Moi, j'ai mon observation, mais je ne suis pas scientifique. Donc, je ne sais pas. D'accord. Ok, je voulais- Du coup, je peux passer aux autres questions si vous voulez. J'ouvre une parenthèse aussi, il y a des liens qui sont proposés dans Converser, donc si vous voulez aussi aller voir, il y a des choses intéressantes. Il y a une question, c'est comment est-il de s'entraîner, justement? Est-il possible de s'entraîner? Juste, je me permets d'intervenir parce que j'ai eu une petite coupure Zoom et du coup, je n'ai pas eu le temps de répondre. Je n'ai pas réfléchi du tout à cette question de l'intuition et de l'imaginaire, c'est ça, hein, c'était autour de Oui, ça. c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a un moment où c'est... Enfin, la libération de l'intuition peut être liée à la libération de l'imaginaire. L'intuition n'est pas accessible si l'imaginaire est bouché parce qu'on est vraiment dans le sensible. Et plus on va libérer l'imaginaire, plus je pense que l'intuition va aussi pouvoir s'exprimer et être accessible. Mm. Mm. C'est ce qui me vient comme ça. Ça te parle, Virginie? Ouais, carrément. Ouais. Mm. Je ne sais pas comment on peut identifier la source de l'intuition et de l'imagination. Moi, je trouve que c'est un grand mystère, tout ça. Et j'aime cette idée du mystère. Je trouve que on a très peur du mystère. On vit dans un monde où on veut tout comprendre, on veut tout expliquer, mais on se leurre beaucoup surtout. On explique des choses qu'on ne comprend pas en fait. On a très peur de la mort, par exemple.
et on essaie voilà, de contrôler ces dimensions du mystère pour se rassurer sans doute. Alors que moi, je trouve que c'est là aussi qu'il y a une grande richesse à notre humanité. C'est aussi dans la dimension du mystère et les choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on peut néanmoins sentir, vivre, apprivoiser, voilà, explorer, pour peut-être grandir dans la compréhension de ce mystère qui, selon moi, est assez infini quand même. Françoise, tu as dit que c'était 2 canaux différents pour toi, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que c'est 2 canaux différents aussi et en même temps, ils se tissent ensemble, il y a des liens. Je vais me permettre, avec le timing, de peut-être passer à la question suivante. Du coup, j'avais un peu coupé Loïc dans son élan, mais je reviens vers toi, Loïc. Effectivement, il y a eu plusieurs rêves qui ont émergé lors de cette rencontre Agora à Cholet. Là, ça fait 6 mois, puisque c'était début juin, donc on est à 6 mois passés. Où en sont, est-ce que tu sais, Loïc, où en sont les projets, les actions qui ont été travaillées ensuite? Donc, tu nous as parlé de ce tiers-lieu. À la fin, en fait, on a fait ce rêve éveillé. Ensuite, il y a 3 groupes de travail qui se sont créés pour justement se dire maintenant, comment on passe à l'action sur ces trois sujets. Est-ce que, Loïc, tu as des retours à nous partager? Puis peut-être Catherine après? Oui, ouais, j'ai des retours. Alors, au niveau des 3 projets, d'ailleurs, donc ces 3 projets qui sont sortis, hein, je pense, des 3 thématiques qui étaient revenues le plus souvent dans les échanges et dans les rêves des uns et des autres. Donc, j'ai l'intuition, je sais pas ce que c'est. Je connais pas grand-chose à ces choses-là. Par contre, moi, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait un diagnostic du territoire qui était partagé en fait par les participants, mais qui était son territoire, on le vit, on l'habite, on n'a pas forcément l'habitude de mettre des mots dessus et de poser un diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est que par les échanges qu'il y a eu et par ces thématiques qui ont émergé et qui revenaient dans beaucoup de bouches, je pense qu'en fait, c'était une forme de diagnostic qui était partagé, mais qui n'était pas forcément verbalisé. Et là, c'est limite, enfin, ce serait intéressant de creuser ça pour voir jusqu'où peut nous mener l'intelligence collective et à quel point on arrive sur des diagnostics qui sont fiables. Donc, plus que d'intuition, voilà, moi, j'utiliserai ces mots-là. Et du coup, j'enchaîne sur les projets. Donc, des thématiques, des grandes thématiques qui émergent et 3 groupes de travail. Donc, dans chaque groupe de travail, on part bosser sur un projet. Il y avait un projet autour de la mobilité. C'était, je me souviens plus trop, j'étais pas dans ce groupe, mais je crois que c'était une sorte de vélo cargo, mais collectif, un vélobus. C'est ça. Voilà, alors un truc à la fois, j'utilise mes mots, hein, à la fois illuminé et enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est marrant. Et à la fois extraordinaire aussi de simplicité, de convivialité, de collectif, de facilité de mise en œuvre aussi potentiellement. Et donc, ça, c'est une très belle initiative que j'ai pas suivie. Moi, j'en ai suivi 2. Donc, un projet de tiers-lieu. Et donc là, voilà, un tiers-lieu, on sait jamais forcément trop à l'avance ce que ça recouvre comme activité avant que le projet soit monté, qu'il ait pu créer aussi des connexions avec son territoire, les besoins des uns des autres, les opportunités, parce que il y a tel partenaire, tel asso, tel collectif qui a envie de mettre ça en place, mais qui n'a pas l'espace. Bref. Donc un tiers-lieu, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas un espace, un projet de création d'espace qui se positionne clairement qui poursuit des objectifs d'intérêt général et de développement durable, enfin d'écologie et de solidarité. Donc moi, la personne qui portait ce projet, donc elle a pu partager son projet aux personnes du territoire, et derrière, je l'ai accompagnée, mais vraiment on va dire que c'était plus du conseil et de l'orientation. Donc, on a fait des points ensemble sur les aides sectorielles qu'il peut y avoir pour une création d'emploi parce que elle n'avait pas de boulot, elle avait une famille, etc. Elle avait envie de se mettre à fond sur ce projet, mais il faut aussi bien pouvoir manger. Des conseils un peu stratégiques sur quand est-ce qu'on prend contact avec les élus, est-ce qu'il vaut mieux prendre contact avec les élus ou les techniciens, des conseils sur la méthode projet, de redirection vers des sites, des structures ressources. Enfin, bref, on s'est pris 2-3 petits temps d'échange comme ça.
Et son projet a avancé. Elle a suivi une formation sur la création des tiers-lieux. Je ne sais plus si c'était avec l'IRESA ou la Bulle, les structures d'accompagnement. Elle avance sur son business plan. Elle a pris contact avec les institutionnels de son territoire. Ça se passe plutôt bien avec eux. En tout cas, elle est bien identifiée. Et elle, voilà, elle est soutenue, pas encore financièrement, mais c'est déjà pas mal, par le service développement durable de l'agglomération du Choletais. Donc ça, c'est cool. C'est une première chose qui a émergé de cette agora, en fait. Et alors, cette personne, elle avait déjà l'idée en tête, mais voilà, le fait de se dire que son projet s'insère dans une vision de moyen long terme du territoire qui est partagée par d'autres citoyens, je pense que ça lui a donné un petit coup de boost. Et elle a aussi recontacté les intervenants qu'on avait invités à l'Agora, notamment personnes qui avaient mis en place justement un espace, une ressourcerie, une matériothèque, etc. Et un autre gars qui avait mis en place un tiers-lieu. Donc elle continue, mais voilà, phase d'orientation, enfin un petit temps d'orientation et de conseil, mais j'ai pas suivi le projet. Et la deuxième personne, c'est elle avait un projet l'objectif premier, c'était de soutenir des familles monoparentales, notamment des femmes seules, on sait que les familles monoparentales sont très touchées par l'isolement, la précarité, etc. Et donc, c'était pour elles de faciliter l'accès au logement, au travail et un espace d'échange pour ces familles monoparentales. Et à côté, elle avait un deuxième objectif, c'était de pouvoir préserver le patrimoine historique local. Dans le Choletais, je connais pas bien ce coin, mais il y a pas mal de châteaux et voilà, ça peut être racheté par un privé qui en fait va complètement le fermer et ça profite pas aux habitants du territoire. Il n'y a pas d'activités sociales, culturelles et autres qui ont lieu dans ces espaces. Et donc elle a voulu lier les deux et elle s'est dit, bah tiens, les mères seules au chômage, en galère, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les mettre dans des châteaux du territoire et pourquoi est-ce qu'on ferait pas tout un projet autour de ça? Donc, une idée très ambitieuse, mais aussi potentiellement qui peut être extraordinairement cohérente, quoi. Et donc nous, justement, elle était vraiment, elle, sur une phase d'idéation et donc on a travaillé un peu cette phase-là et l'objectif, c'est d'arriver plus ensuite sur la modélisation d'un projet, d'un business plan. Et donc, c'était reposer les bases, quoi, la problématique, la mission sociale du projet, c'est quoi les besoins du territoire, les cibles, les différentes parties prenantes, quelle gouvernance tu veux, etc. Donc, l'accompagnement, c'est pas terminé. Il s'est arrêté il y a quelques temps parce qu'elle avait des contraintes personnelles. Elle avait besoin de faire une pause. Mais voilà, ouais, c'est un beau projet, là encore, qui était déjà dans sa tête, mais qu'elle n'arrivait pas à partager. Et là, elle l'a partagé, elle est passée à l'étape supérieure. Ça a débouché sur un accompagnement. Après, la vie fait que voilà, monter une association quand on a des gamins, un boulot alimentaire, etc., c'est pas simple. Donc, ça n'a pas encore abouti, mais je remercie cette animation du Rêve éveillé parce que je pense que ces personnes, elles seraient restées toutes seules dans leur coin, elles n'auraient pas réussi à parler de leur projet, et puis voilà, elles se seraient pas mis un petit coup de pied aux fesses pour avancer. Voilà, je ne sais pas si je monopolise la parole, en tout cas. Merci à toi pour ces retours. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, elles étaient dans une phase où c'est en tête, mais c'est difficile de passer à l'action parce que est-ce qu'on se sent, enfin, est-ce que le projet est juste, est-ce qu'il va être bien accueilli? Et finalement, ce rêve, il a permis de créer du lien avec d'autres personnes. C'est un peu une sorte de boost, de booster. Je vais le traduire comme ça parce que quand il est entendu par d'autres, d'autres disent mais c'est génial, c'est une super idée, etc. Et finalement, ça permet aussi de se dire ah bah oui, c'est pas une idée farfelue. Je peux y aller, quoi. Et ça crée des liens, des relations avec d'autres, peut-être du soutien. Effectivement, on avait fait venir des intervenants qui étaient aussi, qui avaient initié des projets et qui l'ont fait aussi de manière assez créative. Donc, c'était hyper inspirant. Donc, je pense que ces espaces-là sont intéressants aussi pour ça, de se dire, OK, on peut se lancer, on peut y aller et mon rêve n'est pas foufou. Voilà, n'est pas complètement fou, mais il est possible. Catherine, je ne sais pas si tu veux rebondir aussi, toi, sur les projets qui avaient émergé. Est-ce que tu as d'autres informations à partager sur là où ça aurait pu
Comment ça Ouais, s'est il y avait évolué? des projets aussi autour de comment résister de façon non violente à la situation actuelle. Donc, il y a une idée de formation sur le groupe local avec Nathalie Achard. Voilà, pour aller plus loin sur des outils concrets. Et puis, par rapport au tiers-lieu, il y a aussi, ça fait des rebondissements comme ça, puisque Floriane a donné l'info de la SNCF, d'un partenariat entre Colibri et la SNCF, avec des libérations d'espace par la SNCF qui éventuellement peuvent être mis à disposition pour des projets. Et là, donc il y a quelque chose qui avance dans ce sens-là, avec sur Cholet, à côté de la gare, en effet, un espace qui peut être libéré. Donc, on va voir si ça peut correspondre ou pas au projet de tiers-lieu. Super, bah écoute, on croise les doigts que ça puisse Mhm. avancer pour elle. Merci. Est-ce que, Miko, il y a des questions dans le public? Alors, il y a 3 questions qui sont assez liées, donc je vais poser les 3 en même temps. Donc, comment, on l'a dit tout à l'heure, comment est-il possible de s'entraîner? Deuxième question, comment et où participer à des rêves éveillés et comment contacter Virginie? Oui, c'est des questions pratiques. Alors, est-il possible de s'entraîner? Bien sûr. Un art, ça se pratique, ça s'apprivoise, ça s'apprend, ça se développe. Donc, évidemment que plus on s'entraîne et plus on va être expérimenté dans l'art de rêver. Donc, où se former ou expérimenter? Alors C'est la après, question, il y a pas mal de types de formations. Moi, je donne des formations dans le Gard, en présentiel pour l'instant, à côté d'Uzès exactement. Donc, tout un cycle de formation sur le rêve éveillé en 3 modules de 4 jours chacun, avec aussi derrière des modules de formation pour l'animation de groupe, parce que pour moi, le rêve éveillé, c'est vraiment aussi un outil du collectif. Et de la même manière que dans le rêve individuel, on va se connecter, moi j'ai envie de dire à notre âme, à quelque chose, à notre complétude, et bien dans le groupe aussi, il y a une âme du groupe et qui contient toutes ces intelligences, toutes ces informations et toutes ces résonances d'une personne à l'autre. Et effectivement, on porte beaucoup d'informations communes qu'on n'ose pas trop mettre en commun. Et donc, ces espaces, c'est vrai, permettent ça. Et du coup, j'avais quand même envie aussi de rebondir par rapport à la personne par rapport au fait qu'au cours du rêve, les personnes échangent derrière et du coup, ça les motive. Mais pour moi, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire quand on a accompli un rêve, qu'on en a vu les formes et qu'on le partage, il y a directement quelque chose qui se met en mouvement et qui permet aussi derrière d'aller plus dans le mouvement de sa création, au-delà de se sentir simplement soutenu par des gens qui nous comprennent. Et pour moi, ça va plus loin que ça. Parce que je vois aussi des gens qui arrivent à concrétiser des choses alors qu'ils font un rêve individuel et qu'il n'y a pas forcément un public autour d'eux. Mais ça met une énergie en route, une énergie de réalisation, bien qui, comme un élan. Hein, quand on s'est engagé, quand on a commencé à faire un certain chemin, même imaginaire, vers une certaine création, eh bien, elle est déjà mise en route. Et ensuite, je ne sais plus les questions. Alors, il y avait les questions des contacts. Ça, je peux y répondre parce qu'on a mis ton contact déjà sur le site de l'Agora. Vous pouvez aller sur le site de l'Agora, sur les rencontres ou les webinaires. En fait, tout est noté, les replays, les ressources. Vous avez cliqué sur le webinaire de ce soir, sur la photo de Virginie. Vous y trouverez son mail. Très bien, oui, vous pouvez me contacter. Il y a un prochain cycle de formation Rêve éveillé qui commence le 3 mars prochain, sur 4 jours. Voilà. Et après, tout un tas pour les gens qui sont autour de chez moi, de rencontres à la fois astrologiques, de rêves éveillés collectifs, tous les mois au cours des pleines lunes.
Voilà, des rencontres quand même régulières parce que j'aime bien aussi, même dans les gens que je forme, qu'il y ait aussi un suivi derrière et qu'ils puissent justement progresser dans leur art de rêver. Et aussi, il n'y a pas que le rêve, il y a aussi l'étude du rêve, c'est-à-dire tout le langage symbolique, quels sont les liens que je fais avec les images ou les symboles qui apparaissent dans mes rêves et comment est-ce que je peux les mettre en scène dans ma vie, ou les archétypes qui sont des énergies puissantes et qui peuvent être même des formes de guidance ou de guide dans mon quotidien. Ok, Miko, il y a d'autres questions? Tu n'as pas ton micro, Miko, du coup, on ne t'entend pas. Pardon. Le Non, classique. Ouais, C'est drôle. Il n'y a pas de questions, mais par contre, il y a des remarques, et notamment Lorenzo, qui nous partage beaucoup de liens intéressants. Donc, on ne va pas les dire à l'oral, les liens, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, c'est intéressant de les partager. Je vais peut-être les enregistrer avant la fin de la conversation pour qu'on les ait et qu'on puisse les partager. Voilà. Alors, il y a quand même une question de Catherine. Si on n'habite pas dans le Gard, est-ce qu'il y a la possibilité de participer à un séminaire dans la région Centre-Val de Loire? Là, je ne sais pas si tu... Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'occasion de me déplacer, mais après, s'il y a un groupe qui est intéressé dans cette région, je me déplace. Mais bon, il faut monter un groupe. Ok, ben voilà, vous avez cette information. Après, est-ce qu'il y a d'autres formateurs là-bas? Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas non plus. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer... voilà, c'est 19h45, normalement, c'était la fin du webinaire. On est à peu près dans les clous niveau horaire. Donc, moi, je voulais juste avant quand même de vous séparer, enfin de nous séparer, pardon. C'était de vous inviter en tant qu'intervenant et intervenante à transmettre, voilà, dernier mot de clôture, si vous avez un message ou voilà, un message clé ou quelque chose à partager à nos participants et participantes sur cet outil du rêve éveillé ou sur ces questions de transition écologique et solidaire. La parole est à vous. Donc Virginie, Catherine et Loïc, si tu veux aussi témoigner. Je me lance, allez, je grille la politesse aux femmes. Bravo. Pour changer, hein. Moi je dirais que le rêve éveillé, c'est un super outil. Franchement, j'ai vachement aimé, mais il y a plein d'autres outils qui existent. Si on a envie les territoires ont besoin d'initiatives, de transition, que ça puisse naître partout et à tout moment. Et donc, voilà, retrouvons-nous, faisons de l'intelligence collective, quel que soit le support qu'on a ou l'outil d'animation qu'on a. Je pense qu'il y a plein de choses qui marchent. Donc, c'est super si on peut se former à l'utilisation de cet outil parce que je pense que c'est un bon outil. Mais pas d'excuses, en tout cas, si on n'est pas formé pour pas non plus amener les gens à se rencontrer sur un territoire, à imaginer le futur de ce territoire et à se lancer, quoi, parce qu'il y a trop besoin et voilà. Je vais m'arrêter là. Merci Loïc. Virginie ou Catherine? Oui, moi, je rebondirai sur ce que tu dis, Loïc. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils d'intelligence collective. Moi-même, je n'utilise pas que le rêve éveillé. D'un point de vue plus thérapeutique, mais j'ai eu l'occasion de visiter une communauté, ils utilisaient des outils merveilleux. Ça fait 50 ans qu'ils vivent ensemble et s'ils n'avaient pas ces outils, ils seraient partis en live. Donc, il y a vraiment aussi comment est-ce qu'il y a cette intelligence dans ces outils-là, d'aller à la rencontre de l'intelligence individuelle et comment ces intelligences individuelles cumulées vont donner une dimension supérieure à notre vie commune et pas simplement une dimension où on est individualiste et on est chacun de son côté. Non, mettons en commun, et c'est vrai qu'il y a des tas d'outils aujourd'hui. Vous, les colibris, vous en portez beaucoup. Donc, merci à vous. Et puis aussi, merci de m'avoir fait une petite place dans vos séminaires. Merci à toi. Catherine?
Oui, pas forcément beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est peut-être de témoigner que en fait, sur le territoire, il y a quand même des choses qui bougent en termes aussi d'intelligence collective activée notamment par le rêve, l'idée de se rejoindre, de rejoindre les réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il y a eu cette idée, donc on peut rapprocher ça d'un rêve, eh bien, quelqu'un est arrivé avec des compétences en informatique absolument extraordinaires et a des outils libres pour, en effet, réfléchir à cette idée de créer un réseau de réseaux et pour nous relier les uns aux autres et agir encore mieux sur le territoire. Donc, je crois que c'est de l'amplification, c'est de l'expansion, en fait. C'est ce mouvement d'expansion cette énergie d'expansion que je sens là qui est activée, qui est libérée. Merci. Moi, je veux vous remercier d'avoir accepté cette invitation et d'avoir bien voulu contribuer à cette série de webinaires. Donc, c'était le 6e de ce 2e temps fort de l'Agora. Voilà, ça se termine ce soir. Effectivement, on n'est pas exhaustif en termes d'outils, de pratiques, de ressources qui peuvent permettre de libérer les imaginaires ou de créer de l'intelligence collective. Voilà, il y en a plein. Là, on en a présenté 3, effectivement. L'idée, c'était de passer par j'ai envie de dire des approches différentes face à l'humain, entre l'écrit, le récit, le rêve et la mise en mouvement par le corps. Voilà, c'était des approches un peu différentes qui étaient intéressantes à partager. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder ce qui se passe aussi ailleurs. Il y a effectivement Lorenzo repartage Spirale qui relie, le forum ZEG. Donc c'est aussi, tu connais ces pratiques, effectivement, Virginie aussi. Donc voilà, merci à chacun de vous. Si vous souhaitez rejoindre cette dynamique Colibri ou rejoindre un groupe local, je vous invite à aller visiter le site internet Colibri. Si vous voulez réécouter les différents webinaires, parce que tous ont été enregistrés, eh bien, ils sont déposés donc, sur la page de l'Agora que je vous ai partagée déjà là précédemment. Sinon, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube du mouvement Colibri. Donc là, je vous partage le site de l'association Colibri. Là, maintenant, le lien vers la chaîne YouTube pour réentendre les différents replays. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Pour l'instant, les rendez-vous de 2022 ne sont pas encore fixés. Surprise, restez attentifs. Et si vous voulez connaître les infos de l'association ou la suite pour l'Agora, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Colibri, donc en allant sur le site colibri-lemouvement.org. Voilà, merci à tous et toutes et je vous souhaite une belle soirée et une belle et heureuse fin d'année. Profitez-en et